le sport pour ouvrir cette édition. Les Aigles du Mali ont été reçus par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta à Koulouba. Le président de la République leur a remis le drapeau national. Les Aigles du Mali défendront donc les couleurs nationales lors de la CAN Égypte 2019. Les préparatifs de la Ziara de Tamani, édition 2019, vont bon train. Les organisateurs sont à pied d'œuvre pour le bon déroulement de ce pèlerinage qui se tiendra le samedi 8 juin à Tamani. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a remis le drapeau national aux Aigles du Mali pour les mettre en route en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Boubacar Traoré, Baba Keïta. Cette cérémonie symbolique, certes, mais très riche en couleurs. Après l'exécution de l'hymne national par l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali, le ministre de la Jeunesse et des Sports, dans son intervention, n'a pas manqué de souligner le soutien sans faille des plus hautes autorités aux Aigles du Mali, afin d'atteindre l'objectif recherché. À chaque campagne pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, nous avons instauré une tradition très malienne de remise symbolique du drapeau national. La présente cérémonie se situe dans ce cadre pour confier les couleurs nationales et l'honneur du Mali à ses vaillants fils, par la même occasion leur assurer du soutien inconditionnel du peuple malien, principalement du premier malien, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Après cette allocution, les maillots officiels des Aigles ont été présentés au président de la République, suivi de la remise du drapeau national au capitaine des Aigles par le chef de l'État, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. Ensuite, il a prodigué des conseils aux jeunes joueurs et les a exhortés à hisser le drapeau national sur le toit d'Afrique au cours de cette CAN 2019. Donc, les consignes d'entraînement, il faut les suivre. Il faut le suivre, les enfants. Soyez disciplinés. Vous ne gagnerez qu'à ce prix-là. Mais vouloir absolument se singulariser pour briller tout seul, vous ne brillerez pas tout seul. Vous gagnerez ensemble ou vous ne gagnerez pas. Gardez ça en tête. Vous gagnerez ensemble ou vous ne gagnerez pas. Et suivez à la lettre les consignes de l'entraînement. Lui, il a aussi son avenir en jeu. Il a l'histoire qu'il est en train d'écrire avec vous. Donc, ce qu'il vous donne comme consigne, c'est sur la base de ce qu'il a vu, des vidéos qu'il n'a cessé de passer sur les entraînements, sur les performances des équipes adverses. Donc, il a tiré les leçons de tout cela. Il en a fait la quintessence. Et cela lui a produit un plan de jeu. Ce plan de jeu, vous avez, vous, mission à le mettre en œuvre sur le terrain. Regardez les grandes équipes, hein. Elles ne font pas autre chose, elles dessinent ce qui a été convenu. Ainsi, elles arrivent. Mais souvent, c'est le désordre. C'est quand on pense qu'on peut mieux faire que ce que le coach a fait, qu'on perd, qu'à Dieu ne plaise. Soyez disciplinés, ayez en vue l'objectif final, à ramener la coupe au Mali. Et Inch'Allah, vous le ferez. Dans sa réponse, le capitaine des Aigles a promis au chef de l'État et au peuple malien d'honorer le drapeau, surtout après l'échec des deux précédentes CAN. Merci, Monsieur le Président, pour cette invitation. Pour nous, ça nous donne beaucoup de bonheur et de force. Comme vous savez bien, le Mali attend que son équipe fasse quelque chose à la CAN, vraiment aille très très loin. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que seul Dieu sait jusqu'où on ira. Par contre, toute l'équipe est très très motivée. J'ai jamais vu une équipe aussi motivée. Une équipe aussi soudée. Aujourd'hui, je parle avec le cœur parce que sincèrement, voilà, je sens une osmose autour de cette équipe. Je sens
la joie, je sens la concentration et sincèrement, le peuple malien, quoi qu'il arrive, sera très heureux. La cérémonie a pris fin par une prise de photos des familles. Restons toujours à Koulouba, en marge de la cérémonie de remise du drapeau national aux aigles. Le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en a profité pour féliciter les aiglons depuis Pologne après leur brillante qualification en quart de finale de la Coupe du Monde U20 devant l'Argentine. En cette demeure du Mali, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à vivre des jours aussi heureux, aussi intenses. Au lendemain de l'incroyable, qui l'eût cru? Le Mali vainqueur de l'Argentine. Oui, c'est le Mali. Merci encore et grand merci à ceux qui hier ont fait trembler les tribunes, le stade. C'est Varsovie ou je ne sais pas où, en Pologne. Cela, je crois que toutes les familles maliennes hier se sont endormies dans la joie, dans le bonheur. Un bonheur indicible. Vous savez, quand je partais de Koulouba, je parlais tout seul dans la voiture. À un moment, le colonel était silencieux, le chauffeur aussi. Ils se sont demandé si je n'étais pas en train de déménager. Non, oui, à la Baké. Et jusqu'à arriver à la maison. À la maison, j'ai dit, mais j'ai regardé les visages des gens, d'abord, tout au long du trajet, je n'ai pas vu d'expression de joie. Ah, je me suis un peu inquiété. J'ai dit non, rassure-toi, rassure-toi. Et je me parle, hein, rassure-toi, c'est que le match est encore en cours. Donc ne t'inquiète pas. Arrivé jusqu'au dernier virage, il y a là une boutique avec habituellement vos grands amateurs et qui eussent été en fait tout joyeux si l'affaire avait été conclue. Maintenant, on vient se garer, je descends, je rentre, je vois les premiers visages dans mon salon, je ne salue personne, la télé marchait, je me suis tourné vers la télé, donc je leur ai fait dos, ce qui n'est pas poli dans mon genre en général, mais je n'avais Dieu que pour ça. Là. Ah, je voyais l'avant-dernier tireur se mettre en position. Canadien. Ah, alhamdoulilah. Et voilà qu'un Argentin vient pour le dernier tir argentin. Ah, je ne suis pas un nouveau commentateur, hein. Il n'y a pas de concurrence. Je donne mes sentiments à mes enfants. Il tire, il marque. Bon, ça veut dire les 5 tirs argentins, 4 au compteur. Dernier tir malien, 5e. Je crois que tout ce que la langue mandingue et tout ce que je sais de la langue française, et le peu que je baragouine en anglais, en arabe, tout est passé. Tout est passé. Et voilà, alhamdoulilah. Alors là, j'ai sauté, mais au lieu que l'on me voit éclatant de rire, j'éclate en sanglots. Une forte délégation de la communauté des Soufis, sous la houlette de Cheikh Mohamed Maïga, a rendu une visite au guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara. Objectif, le féliciter et réitérer leur confiance à son endroit suite à sa brillante élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali, Loutou Sidibé, avec la voix de Amadou Diarra.
Depuis l'élection du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, comme président du Haut Conseil islamique du Mali lors du 3e congrès de l'institution en avril dernier, les messages de félicitations, d'encouragement et de reconnaissance affluent de partout, en raison surtout du consensus autour de la personne du shérif. C'est ainsi que la communauté des soufis conduite par Cheikh Mohamed Maïga a réitéré son entière confiance au guide à travers cette visite de courtoisie, empreinte d'une grande marque de considération. Les visiteurs estiment que c'est une obligation morale de venir congratuler l'homme en raison de ses multiples efforts consentis depuis de nombreuses années pour le rayonnement d'un islam authentique à travers le monde. Très touché par cette visite, le guide les a remerciés pour ce geste hautement symbolique qui témoigne de la reconnaissance de toute une communauté respectable avant de rappeler les liens étroits avec Cheikh Mohamed Maïga. À titre de rappel, le Haut Conseil islamique du Mali est l'institution fêtière islamique qui sert d'interface entre les leaders religieux musulmans du Mali et les autorités du pays. Tenue ce mercredi 5 juin d'une réunion préparatoire dans le cadre de la grande ziara annuelle de Tamani, cercle de Baraouli, ville natale du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Il s'agit à travers cette rencontre de passer au pain fin tous les aspects ayant trait à la bonne organisation de cette grande ziara. Loutou Sidibé. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui n'était autre chose que d'échanger entre différentes parties, c'est-à-dire l'administration de Tamani, toutes les notabilités de Tamani, le chef de village, l'imam, la jeunesse de Tamani, la CAFO, plus nos vigiles, les militaires, que ce soit les militaires permanents du guide, aussi bien que les militaires envoyés par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Tout le monde était là depuis 10 heures jusqu'à 7 heures là pour échanger sur en tout cas la bonne organisation de l'événement qu'est le Ziara de Tamani. Voilà, et afin que en tout cas l'événement puisse bien se passer. Donc chacun a dit ce qu'il pensait vraiment de la chose. Et je crois que les gens ont tiré beaucoup de profit vraiment de la rencontre. Et toutes les dispositions seront prises pour que l'événement puisse vraiment bien se passer. Je suis très satisfait parce qu'ils sont venus vraiment répondre à l'appel. Ils sont venus massivement, ils ont vraiment participé à l'appel. Je suis très content de la présence des uns et des autres. Ils sont vraiment venus en nombre. Tous ceux qui ont été invités sont venus. Il y a même du surplus. On a échangé, donc c'est compris, donc tout le monde était vraiment content. La sécurité de l'Ansardine qui sont dans les entrées de Tamani, vraiment d'être patient avec les gens, comme chacun a sa manière, d'autres s'énervent rapidement, donc c'est à eux de comprendre comment accueillir ces gens-là, se soumettre. Ceux-là qui viennent, je leur demande de se soumettre. Ce n'est pas vraiment contre eux, c'est pour leur propre intérêt même. Leur sécurité, leur santé, c'est pour leur intérêt. Vraiment, je demande ça aux uns aux autres, vraiment de se soumettre, de ne pas s'énerver. Entre nous, vraiment, on ne doit pas s'énerver, vraiment. C'est pour la sécurité de tout le monde. Toujours dans le cadre de cet événement annuel de Tamani, regroupant plusieurs milliers de fidèles dans le cercle de Baraouli, les vigiles de la FADI ainsi que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile sont à pied d'œuvre pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Bouya Koulibaly. Nous sommes là dans le cadre de la supervision du dispositif sécuritaire au nom du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Donc on a vu les mises en place. Les renforts que nous devrons faire, on va les procéder à cela. Les anomalies qu'on a eues, qu'on a constatées, on va procéder à cela aussi. On va essayer de réparer tout ça là, le plus rapidement possible. Donc on se donne des consignes. Ce que j'insiste, c'est la communication. Je demande à tous les vigiles et à la population de prendre part à tout ce qu'ils auront constaté comme suspect ou consort, d'informer immédiatement les forces de l'ordre pour qu'on puisse prendre des dispositions nécessaires le plus rapidement possible. Si j'ai un appel à l'endroit des pèlerins, c'est de les rassurer que si vous voyez que les forces de l'ordre sont ici à Tamani, c'est parce qu'il y a une population à Tamani. Et nous travaillons pour eux, nous sommes là pour eux. Sans la population, il n'y a pas de force de l'ordre. Donc on les invite
avoir la bonne compréhension, la bonne collaboration. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Jean-Claude Sidibé, a rendu une visite de travail à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. L'objectif de cette rencontre était de prendre contact avec les responsables de la CECIM et échanger autour de la problématique de la formation professionnelle et de l'emploi au Mali. Amadou Diallo, Sidouniari. Le problème lié à l'emploi des jeunes et une formation professionnelle de qualité dans notre pays était à l'ordre du jour de cette visite du ministre Jean-Claude Sidibé à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. D'entrée de jeu, le président de la CECIM a rappelé l'une des principales missions de sa structure, qui est la formation des acteurs du secteur privé. À cet effet, elle dispose d'un institut consulaire d'études et de formation UNICEF depuis plusieurs décennies, dont le nouveau siège est en voie de finition. À côté de cet institut, un centre d'apprentissage et de maintenance industrielle en construction est également en voie de finition pour les besoins des unités industrielles dans les réparations et les maintenances de leurs équipements. Le coût total pour ces deux infrastructures est de 2 milliards de francs CFA financés par le budget de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Abordant dans le même sens, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle ajoute que le secteur privé constitue le cœur et le moteur de la création d'emplois au Mali. Il a ensuite donné l'assurance que son département travaillera en parfaite synergie avec la CECIM pour réduire le taux de chômage des jeunes et améliorer la qualité de la formation professionnelle dans notre pays. Nous, au niveau de l'État, notre ambition, c'est d'aider à la création de l'emploi. C'est de créer les facteurs pour que les emplois se créent. Mais ceux qui créent les emplois, c'est vous le privé. Donc nous sommes venus à vous pour vous donner notre disponibilité à travailler avec vous dans le cadre de la formation d'agents dont vous avez besoin. Parce que l'État a les moyens de la formation et l'État va assumer cette compétence de former à la formation professionnelle. Notre ambition, c'est de tisser les liens les plus étroits avec la Chambre de commerce pour que tous ceux qui sont formés soient des gens voulus par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et de l'ensemble des opérateurs du Mali. Face aux nombreux défis qui s'imposent, les deux parties se sont engagées à redynamiser les relations déjà existantes entre le secteur privé et public en vue d'obtenir des résultats satisfaisants. En ce début d'hivernage, il n'est pas rare de voir des eaux usées stagner tant dans les rues que dans les caniveaux dans la capitale malienne. Quels facteurs expliquent donc une telle situation et quelles solutions pour y remédier? Éléments de réponse dans ce reportage d'Abdul Karim Sako et Baba Keita. Le 16 mai 2019 restera longtemps gravé dans l'esprit de bon nombre de Maliens car des pluies diluviennes se sont abattues sur Bamako, la capitale et ses environs, faisant de gros dégâts matériels et des pertes en vie humaine. De fortes pluies qui ont débordé les cours d'eau habituels dont les caniveaux et les collecteurs, provoquant la destruction des habitations entières. Une situation que les autorités communales attribuent à plusieurs facteurs. À cause du mauvais comportement des citoyens de Bamako, des mauvaises pratiques, on ne dit pas mauvais comportement, des mauvaises pratiques, on dirait bien, les caniveaux sont transformés aujourd'hui en dépôt d'ordures. On le voit avec les caniveaux, on le voit aussi avec les collecteurs. Bon, en plus de ça aussi, il y a l'incivisme de certaines de nos populations qui vont jusqu'à construire dans le lit des marigots naturels que nous avons. Bon, vous êtes d'accord avec moi, dans de telles circulations, l'eau ne circule pas. Quand l'eau ne circule pas, ça veut dire que le niveau de l'eau augmente chaque fois en amont. Les grands collecteurs qui sont là, les caniveaux sont trop petits aujourd'hui et qui ne répondent plus aux normes. Donc, c'est des situations qu'il faut voir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez des caniveaux de 60 cm, 80 cm, ce n'est pas possible. Avec ce changement, s'il y a une grande pluie, donc ça veut dire que vraiment l'eau va déborder. Pour mettre fin à une telle situation qui n'honore pas une capitale comme Bamako, des mesures d'envergure s'imposent. L'État aussi donne des titres fonciers. Le maire est dans son bureau, c'est les techniciens qui travaillent
pour quand même donner les situations aux maires. Hein? Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde donne des parcelles. Même ceux qui ne travaillent pas dans des mairies, au ministère de l'urbanisme, parce qu'il y a des gens, le citoyen lambda malien se lève pour aller construire sans papier. Il ne détient aucun document, il vient, il voit un espace vide, il construit. Quand tu lui demandes, il dit oui, ben j'ai un papier, mais jamais, il ne vous montrera pas. En plus de l'insuffisance d'infrastructures d'évacuation des eaux, nos interlocuteurs évoquent aussi des mauvaises pratiques de certaines personnes, notamment l'attribution des parcelles et la construction dans des cours d'eau. Le curage a commencé au niveau de la mairie et au niveau de la direction régionale des routes, le curage a commencé également. On peut le constater à travers Bamako. C'est des mesures qu'il faut prendre aujourd'hui. Il faut faire les collecteurs et il faut faire les caniveaux. Il faut surcreuser certains marigots naturels qui ne sont pas aménagés. Même les marigots aménagés aujourd'hui, on les voit, ils sont remplis de déchets. Ça, il faut enlever les ordures. Les mesures, nous sommes toujours dans les mesures. Je vous l'ai dit tantôt, nous exécutons nos programmes de façon régulière. Et hier, tout juste, je parlais avec la troisième adjointe qui a en charge l'assainissement au niveau de la commune D. C'était pour quand même valider leur commission. Hein, une commission qui va être mise sur place et qui sera chargée quand même d'élaborer des plans pour quand même continuer vraiment continuer leur travail de façon qu'on puisse éviter toujours qu'il n'y ait pas d'inondation ou bien de catastrophe en commune ici. Ça, ce travail-là est en cours et chaque week-end, chaque dimanche, les agents de la mairie, la population, nous sortons quand même pour curer des caniveaux de collecteurs en commune 2. Pour rappel, les hauteurs de pluie recueillies le jeudi 16 mai dernier à Bamako et environ se situaient entre 58,1 mm et 138,3 mm, une situation qui invite chaque citoyen à la vigilance et au respect des consignes de sécurité. Nous retrouvons Amadou Diara pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Dans le pays des hommes intègres, le parti au pouvoir burkinabé s'est réjoui de la décision de la justice française de valider l'extradition de François Compaoré, tandis que l'ex-parti de Blaise Compaoré a dénoncé cette décision. Le frère de l'ex-président burkinabé est donc mis en cause dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Dans l'opposition, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ancien parti de Blaise Compaoré, exprime son inquiétude face à une décision à connotation politique, selon les mots du vice-président du parti. Enfin, le président sénégalais sort de son silence au sujet de l'affaire sur son frère. Macky Sall a profité de la grande prière de la Kouriti ce mercredi matin pour évoquer les accusations de la BBC. Dans un long commentaire, la chaîne publique britannique soupçonne le frère du chef de l'État, Aliou Sall, d'avoir touché un pot de vin de 250 000 $ alors qu'il travaillait pour l'homme d'affaires Frank Timis, qui a obtenu en 2012 les concessions de 2 blocs offshore de pétrole et de gaz. Sur un ton grave, Macky Sall a donc bien pris le soin de séparer les dossiers en évacuant d'abord celui de son frère Kadi, qui est désormais le directeur de la Caisse des dépôts. Au Soudan, volte-face des militaires après la répression sanglante de mardi dernier. Après le massacre perpétré au cœur de la révolution à Khartoum, les putschistes soudanais reculent. Ce mercredi 5 juin 2019, dans un discours étonnant à l'occasion de la fin du Ramadan, le chef de la junte Abdel Fattah al-Burhan a appelé à la reprise des négociations alors que dans la rue, la répression continue. Les violences ont fait au moins 101 morts. Une quarantaine de corps ont été retrouvés dans le Nil, a annoncé le comité des médecins. En République démocratique du Congo, la Voix des Sans-Voix a demandé ce mercredi 5 juin à Félix Tshisekedi de s'impliquer pour la réouverture du procès de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana et Dadi 9 ans après leur mort. Ce mercredi, les familles et défenseurs des droits de l'homme ont organisé une série d'activités commémoratives, dont des dépôts de gerbes de fleurs sur la tombe de Floribert Chebeya.
Et enfin, la France recevait ce jeudi 6 juin le président américain Donald Trump pour la commémoration du 75e anniversaire du D-Day, symbole de l'unité des Alliés face à l'Allemagne nazie à l'heure où s'accumulent les dissensions transatlantiques. Les mots prononcés par M. Trump ont été scrutés à la loupe. Entre Donald Trump et Emmanuel Macron, les offensives de charme mutuel ont laissé place au pragmatisme. Chacun campe sur ses positions tout en tentant de faire bouger l'autre. On se souvient que la dernière visite de Donald Trump en France pour les cérémonies du centenaire du 11 novembre s'était terminée par une série de tweets révélant la popularité de son homologue. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.